Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que c'est dans un endroit dans lequel je vous ai jamais emmené. Je vous donne un indice, c'est un endroit fermé dans lequel on va voir beaucoup d'animaux. Pourtant c'est pas un zoo, c'est pas une ferme pédagogique et les animaux sont pas totalement vivants. Vous l'avez ? Alors on est ici au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Je remercie évidemment la ville de La Rochelle et le Muséum d'Histoire Naturelle d'avoir accepté notre demande de tournage. Je remercie la conservatrice Élise Patol-Edumba de son invitation et Adeline Aumont qui va nous accueillir aujourd'hui et nous présenter ce beau monument et ce bel endroit. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi découvrir tous les secrets du Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo parce que c'est très important pour la suite. Allez, je vous emmène. Bonjour Adeline. Bonjour Tristan. Merci de me recevoir ici. La première question que je me posais, c'est où est-ce qu'on est? Alors nous sommes ici dans le cœur historique du muséum qui est en fait le cabinet d'histoire naturelle de Clément Lafaille. Est-ce qu'on peut appeler ça vulgairement un cabinet de curiosité? La grande différence entre les deux, il y a déjà une différence temporelle, donc les cabinets de curiosité sont plus anciens, sont les précurseurs finalement des cabinets d'histoire naturelle. Et puis dans les cabinets d'histoire naturelle, on commence à essayer de ranger, de classer. On est dans le siècle des Lumières, donc il y a cette idée de raison, de classer, de rangement. L'autre particularité, c'est que ces lieux étaient des lieux privés. Donc ce cabinet qui a été monté par Clément Lafaille à la fin du XVIIIe siècle à La Rochelle était chez Clément Lafaille, donc rue Chaudrier, et le mobilier qui a été conçu comme du mobilier d'exposition et de rangement était chez lui, et donc il invitait les personnes finalement à venir chez lui admirer ses collections. Et on a ici des exemples de collections qu'on pouvait éventuellement retrouver à l'époque, mais ce qu'on note, c'est effectivement les boiseries. Alors, c'est assez impressionnant. Oui, c'est à la fois des meubles pratiques et puis faits pour exposer des objets, et à la fois c'est des beaux objets. Il fallait qu'ils soient aussi finalement à la hauteur des collections. Effectivement, il y a de très belles boiseries ici qui évoquent les différentes parties de l'histoire naturelle, qui sont effectivement très belles et qui sont classées au titre des monuments historiques. Moi, j'ai l'impression c'est de redécouvrir un peu l'ancêtre d'un muséum. Et il se trouve qu'ici, on est dans un muséum, donc on va peut-être faire un petit bond en avant dans l'histoire et aller découvrir ce qu'est maintenant un muséum moderne d'histoire naturelle. Ok, c'est tout à fait ça. C'est qu'on est vraiment sur des précurseurs en fait de ce que vont devenir après les muséums d'histoire naturelle. Vous montrer le chemin? C'est par ici. Le muséum de La Rochelle a une histoire particulière, ou en tout cas une vocation particulière par rapport aux autres? Alors, il a une histoire particulière parce que effectivement chaque muséum a une histoire un peu unique et il est le résultat de cette histoire. Donc, il a été ouvert en 1832 et finalement la succession de collections et donc et aussi de conservateurs qui ont mené ces musées a donné un résultat unique, j'ai envie de dire, comme le sont tous les muséums, avec donc ici des collections à la fois d'histoire naturelle et d'ethnographie. J'allais poser la question justement pour les personnes qui ne sont pas familières avec le thème d'histoire naturelle. Donc, on va couvrir tout le vivant. C'est très large, c'est le vivant, mais pas que, puisqu'il y a la partie aussi de la Terre. Il y a de la géologie aussi, des cailloux, des fossiles. Donc voilà, c'est assez large. On va dire tout le champ de la nature. Qu'est-ce que les visiteurs viennent chercher ici? Pour quel type d'expérience ils viennent chercher ici? Les visiteurs qui viennent ici, il faudrait leur demander. Je pense que ce seraient eux qui en parleraient le mieux. Après, nous, de ce que l'on analyse, c'est qu'ils viennent voir des animaux, s'intéresser aux environnements locaux, ou alors, au contraire, voir des animaux un peu extraordinaires de près, des animaux exotiques qu'ils ne verraient pas ailleurs. Alors, super transition. On a peut-être notre premier animal derrière nous Oui. qui a une histoire particulière. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Une des spécificités voilà, du Muséum de La Rochelle, exemplaire unique, présente Zarafa, qui est la première girafe à être entrée en France. Donc, qui est un cadeau royal, un cadeau du pacha d'Égypte pour le roi de France. Donc on est au début du XVIIIe siècle et donc c'est un cadeau pour Charles X. Elle a traversé la France à pied puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'amener à Paris. Et à Paris, elle a vécu dans la ménagerie royale jusqu'à sa belle mort. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire a étudié cette girafe. C'était la première fois qu'il pouvait regarder une girafe de près.
de très près, puisqu'il l'a disséquée, et ils en ont profité pour la naturaliser. Ensuite, elle a été conservée dans les collections du Muséum national à Paris. Et c'est uniquement dans les années 30, 1930, que Étienne Lopé, le conservateur de l'époque, trouvait que ça manquait de gros animaux en fait, à présenter dans les collections du Muséum de La Rochelle. Et donc, il a finalement récupéré cette girafe à ce moment-là. Mais il y a quand même un mystère sur son arrivée, parce qu'en fait, on n'a pas de photos, on n'a aucune documentation. Ça serait intéressant parce qu'effectivement, elle est tellement grande qu'elle ne passe pas par les portes. Donc on suppose qu'elle est rentrée par des fenêtres qui aujourd'hui ont été masquées avec la rénovation du musée, mais on n'a pas de certitude. Si je ne me trompe pas, quand on va monter les escaliers, on va arriver dans la partie peut-être la plus monumentale. Si on s'intéresse à la zoologie, est-ce qu'on peut aller voir ça? Oui, bien sûr, la grande salle de zoologie, un classique des muséums. Alors là, j'imagine qu'on arrive dans la salle préférée des visiteurs, Oui, c'est la grande salle de zoologie, passage obligé. avec un effet waouh quand on arrive. Tout à fait. Je ne sais pas par où commencer, mais bon, on va peut-être s'arrêter ici. Je vois qu'il y a un orang-outan ou une galerie avec pas mal de singes. Qu'est-ce que ça peut nous dire un peu sur la relation ou ce que nous, en tant qu'êtres humains, on voit quand on voit ça? Oui. On remarque qu'au fond, il y a un squelette d'humain. Oui. Ça, c'est le propre de la classification, c'est que nous sommes des primates, nous sommes des singes. Et ça, c'est pas quelque chose de très naturel, en tout cas dans notre culture, où on a longtemps considéré l'homme comme étant différent des animaux. Mais la science, la biologie, la zoologie nous rappelle que nous sommes des primates. Et ça, c'est pas encore évident dans la tête de tout le monde, notamment des enfants. Ça les fait bien rigoler généralement. Et là, on a une femelle orang-outan. Oui, c'est une très jeune femelle orang-outan qui fait partie des spécimens historiques du muséum, puisque cette jeune orang-outan en fait vivait à la cour de Joséphine de Beauharnais, à la Malmaison, donc la femme de Napoléon. Joséphine de Beauharnais avait une petite ménagerie d'animaux exotiques. Enfin, comme tous les gens de pouvoir, c'était aussi une manière de montrer son pouvoir, en fait. On les avait en cabinet de curiosité, mais on avait aussi des animaux vivants. Tout à fait. À cette Chez époque-là, soi. c'était assez courant pour les gens riches et puissants. Ici, on a l'impression, en tout cas, de toucher du doigt le mot de biodiversité, j'ai l'impression. En tout cas, on la découvre. Comment est-ce que ça peut s'organiser un petit peu tout ça? Comment ça a été organisé? Alors, cette salle a été créée en 1832, vraiment au moment de la création du musée. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que chaque animal avait une place, avait une famille, un ordre, quelque chose qui lui permettait d'être rangé dans l'échelle en fait des êtres vivants. C'était vraiment une pensée très forte à l'époque. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Il faut classer pour pouvoir étudier tous ces animaux. Donc, ils sont bien rangés par famille. On voit en haut des vitrines, le nom des groupes a évolué. Évidemment, depuis 1832, la science a continué, heureusement, à évoluer. Alors, une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais qui s'impose un peu ici, c'est qu'on fait face à des animaux qui ont été vivants, qui ne sont plus aujourd'hui. Oui. Je pense que ça doit être une des premières questions que les personnes se posent. Comment est-ce qu'on traite ce sujet dans un muséum? C'est important de pouvoir en parler parce qu'effectivement, il y a deux questions récurrentes. Pour les jeunes enfants, c'est savoir s'ils sont encore vivants, parce que c'est vrai que la taxidermie, quand elle est bien faite, peut être assez saisissante. On peut avoir presque l'impression qu'ils vont bouger d'un moment à l'autre. Ce n'est pas le cas. Donc, on explique aux enfants on a récupéré ce qu'on voit, on ne voit que l'enveloppe extérieure de l'animal. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous les avez tués? Ça, c'est la question que se posent immédiatement les gens. Et là-dessus, il faut avoir un discours qui est très clair. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, les muséums sont des lieux de conservation, notamment de conservation de la biodiversité. Donc, non, on ne tue pas les animaux aujourd'hui pour les mettre en collection. Ce que l'on récupère, ce sont des animaux qui sont déjà morts, donc soit dans des parcs naturels, soit dans des zoos. Et puis, il ne faut pas oublier toute l'histoire, c'est-à-dire qu'en 1832, cette notion d'écologie, cette notion de finitude d'une espèce n'avait pas de sens parce qu'on n'était pas du tout dans cette idée-là. On imaginait que la vie sur Terre était foisonnante et qu'elle ne pouvait pas avoir de fin. Donc oui, à cette époque-là, on chassait. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la suite de cette visite, si vous voulez bien, c'est de parler des méthodes de conservation. Ça peut être assez dérangeant, déstabilisant de voir certains animaux dans des liquides, etc. Vous pouvez me parler un petit peu des différentes méthodes?
Oui, bah, ce qu'on a vu, surtout dans la grande salle, là, ce sont des animaux qui sont taxidermisés. Donc, on conserve la peau des animaux et puis souvent les sabots, parfois les crânes, etc., pour pouvoir remonter à un spécimen comme s'il était vivant. Donc c'est Ça, c'est fini, on dit plus empaillé, hein. Non, on dit plus empaillés parce qu'ils sont plus bourrés de paille et c'est un petit peu plus sophistiqué, on va dire, un peu plus réaliste aussi, hein. Mais il existe plein d'autres méthodes de conservation parce qu'évidemment, ça a tout un tas d'inconvénients, hein. Il n'a plus que la peau et en plus, elle est traitée avec plein de produits chimiques. Donc, il y a des détériorations forcément du matériel biologique. Donc, il existe d'autres types de conservation, des conservations en fluide notamment, qui permettent de conserver l'animal en entier, notamment les organes internes. Si on souhaite les étudier, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que les animaux ne sont pas qu'une enveloppe extérieure, il y a plein de choses aussi à l'intérieur. On a aussi des collections d'ostéologie, donc là on conserve uniquement le squelette de l'animal. Et puis aujourd'hui, on va vers des méthodes aussi, on peut avoir des prélèvements génétiques aussi, enfin des prélèvements de matériel biologique qui permet de la conservation génétique. Donc c'est d'autres types de collections qui commencent à se faire aujourd'hui dans les muséums parce que la science évolue et qu'il faut faire évoluer les collections avec aussi. Il y a cette vitrine ici, qui est une vitrine un peu particulière. On y trouve des animaux soit complètement disparus, soit qui sont en péril, donc en voie d'extinction. Notamment ce squelette de dodo, là pour le coup qui fait partie des animaux qui ont complètement disparu. C'est un vrai? C'est un vrai squelette de dodo, effectivement, qui a été monté au début du XXe siècle, probablement d'individus différents. Qu'est-ce que ça peut dire au public? Qu'est-ce que ça peut évoquer pour eux? C'est une des premières espèces qui est disparue à cause de l'homme, clairement, puisque il vivait tranquillement sur l'île Maurice, une île où il n'y avait pas d'être humain. Et quand les premiers humains sont arrivés, donc des Hollandais qui passaient par là, ils ont été chassés jusqu'au dernier très rapidement, puisqu'en fait c'était une petite population qui ne connaissait pas l'homme, donc qui n'avait pas peur de l'homme, qui se laissait attraper facilement et qui ont été voilà, massacrés jusqu'au dernier. Bon, on va repartir sur une note un peu plus joyeuse et on va peut-être continuer pour d'autres animaux. Je vois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de spécimens. Malheureusement, on peut pas tous les commenter. Je vois des petits noms en plus qui sont marqués un petit peu partout et ce qui m'a marqué, c'est le terme ici édenté, où on a des animaux un peu bizarres. Pas qu'on connaît le mieux, ça c'est sûr. Si on remarque qu'il y a un animal un peu étrange là, Oui, c'est un ornithorynque. Ça, nos visiteurs aiment bien le voir. Il est effectivement assez connu aussi, et puis il a une histoire assez singulière. C'est un mammifère qui vit en Australie et qui a la particularité d'être un mammifère, mais qui pond des œufs. Le premier Anglais à l'avoir étudié, on lui a envoyé, en fait, il n'était pas en Australie, donc il a reçu en gros un petit colis avec son ornithorynque. Et en fait, il a cru que c'était une blague. Il pensait que quelqu'un avait cousu différentes parties d'animaux. Et il était en train de se dire, si je fais un article là-dessus, je vais vraiment passer pour quelqu'un de pas sérieux du tout. Donc il a pas mal reculé avant de constater que ben non, il n'y avait pas de montage, c'était un vrai animal. Et donc pendant longtemps, les scientifiques se sont un peu battus à droite, à gauche. Est-ce qu'on le met plutôt avec les mammifères? Est-ce que voilà, il a bougé de cases un peu partout jusqu'à ce qu'on comprenne jusqu'à ce qu'on décide de le ranger dans une boîte bien à part des mammifères qu'on appelle les monotrèmes. alors donc ça, c'était effectivement un animal un peu curieux. Et puis moi j'ai repéré le tatou, qui est un animal qui vit en Amérique du Sud et qui est aujourd'hui chassé et en voie d'extinction, en tout cas très menacé, et qui est chassé notamment pour on va appeler ça une carapace. Ah, pour ça, une carapace. Appelons ça une carapace, pour faire des charangos, qui sont des petites guitares, et on voit un exemple de charango dans votre muséum. Ça donne un indice sur l'impact de l'humain sur la biodiversité. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse maintenant à la biodiversité plus locale, qu'on aille voir les animaux de chez nous. Oui, ça marche. Alors, c'est parti. L'idée de cette salle du Marais, c'est de parler des espèces protégées et des espèces aussi invasives. Donc là, on a un exemple d'espèces qui reviennent justement dans les espaces.
C'est une espèce qui a failli disparaître en France, hein, qui a été très chassée pour sa peau, pour en faire des manteaux de fourrure, hein. Et la protection a permis vraiment un retour de la loutre. Donc il y a eu tout un tas de campagnes aussi pour réintroduire finalement les loutres. Et ça fait partie des exemples positifs et agréables puisque effectivement la loutre revient un peu partout en France. J'ai l'impression qu'elle regarde quelque chose, cette loutre. Si on va lui donner. Et elle regarde un animal qui n'est pas de chez nous. Non, effectivement. Il fait partie de ce côté-là des espèces qui sont invasives, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas natives de l'écosystème et qui ont été introduites par l'homme. Les ragondins ont été importés en Europe pour servir pour des élevages, à nouveau pour leur peau, pour en faire aussi des jolis manteaux, n'est-ce pas? À la base, ce sont des animaux qui vivent en Amérique du Sud. Et donc forcément, dans nos marais, elles s'y sont senties très très bien. Et elles déstabilisent en tout cas énormément les rives, notamment des canaux des marais, ce qui pose des problèmes d'entretien de ces zones humides. Et c'est souvent dans ces mêmes zones humides qu'on trouve leurs petites copines qui sont à côté, Oui. Qui sont des écrevisses, mais pas les écrevisses de France. Non, il y a aussi une introduction en fait d'une espèce qui est américaine et qui n'est pas venue seule, hein. Elle est venue aussi avec une maladie qu'elle transmet en fait à l'espèce locale, ce qui fait qu'elle finalement elle est en train de supplanter petit à petit l'espèce locale. Et on n'en trouve quasiment plus de françaises. Elles existent, elles survivent encore, mais effectivement ça devient très compliqué pour elles. Donc là, on a des animaux locaux qui sont finalement pour une partie des mammifères et pas que, mais vous avez une galerie aussi avec surtout des oiseaux qui sont des oiseaux locaux, oui, pour partie. Et j'ai l'impression que j'en connais quelques-uns. Mais peut-être pas tous. Mais peut-être pas tous. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on a vraiment un panel en fait, des oiseaux qu'on peut retrouver dans notre environnement. Qui ont des noms célèbres, qu'on connaît bien par le nom, mais qu'on n'a peut-être pas forcément vu. Par exemple, vous avez ici le coucou. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache à quoi ressemble. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble un coucou. Avec ses jolies taches. Ah, j'aurais pas dit. Donc ça, c'est le coucou qu'on a dans nos contrées en France. Oui, tout à fait. Oui. Celui qu'on entend régulièrement, qu'on sait reconnaître par le chant. C'est assez rare, un oiseau qu'on sait reconnaître par le chant, mais qu'on ne voit pas forcément. C'est vrai qu'il est assez bien camouflé, et puis souvent, on l'entend d'assez loin. La voix porte bien, le chant porte bien, et du coup, on ne le voit pas forcément beaucoup. Donc c'est l'intérêt aussi d'un muséum, c'est qu'ici, on a vraiment le spécimen à portée de main. En tout cas, ça nous permet de le voir et peut-être, du coup, la prochaine fois, d'essayer de l'identifier. La prochaine fois, je le saurai. Bon, alors merci beaucoup, Adeline, de nous avoir invités dans ce muséum. Je remercie le muséum et je vous remercie vous particulièrement parce que vous m'avez accordé beaucoup de temps et beaucoup de gentillesse. Bien sûr, pour les personnes qui nous écoutent, je vous rappelle de liker cette vidéo, de vous abonner parce que c'est comme ça qu'on peut diffuser nos messages, c'est comme ça qu'on peut vous montrer des beaux reportages et qu'on peut continuer à en faire et on vous réserve encore plein de surprises, donc pensez-y. Et puis, si on veut venir au muséum, comment ça se passe? Eh ben, le muséum est ouvert toute l'année. Il est gratuit aux moins de 18 ans et après il est sur un tarif assez modeste pour les plus grands à 8 €. Et puis il y a plein d'animations, plein de choses, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi sur notre site internet. Voilà. Et si vous habitez très loin de La Rochelle, visitez les muséums en général, je pense que ça vaut le détour. Merci.